Salut Nico, comment tu vas? Écoute, ça va super bien, merci. Et toi, comment tu vas? Écoute, ça va super bien, pas mal de problèmes de micro, mais sinon ça va nickel. Trop bien. Bah écoute, je t'accueille ici au sein du Shake Bar que l'on a sur Strasbourg. Dis-moi un petit peu, et notamment pour les personnes qui vont nous regarder, si tu devais te présenter en 3 mots, qui tu es? En 3 mots. En 3 mots, qui je suis? C'est pas beaucoup 3 mots, mais je pense que le plus important pour moi, en tout cas j'essaie de l'être, c'est d'être gentil, d'être quelqu'un de bon pour les autres et de bien pour les autres surtout. Après, je dis pas que je le suis forcément, mais j'essaie de l'être en tout cas. Et je pense que après, si en fonction de moi et aussi de ce que peuvent dire les autres gens de mon entourage, je pense que je suis quelqu'un d'obstiné dans ma passion, dans le basket et un peu dans tout ce que je fais. Je suis quelqu'un de. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Trop bien. Et ouais, voilà, j'essaie d'être. Je pense qu'un autre mot qui me décrit bien, c'est curieux et c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais je suis passionné des gens passionnés. C'est-à-dire que j'aime aller à l'encontre des gens qui peuvent me raconter plein de choses sur leur domaine, même si j'y connais rien. Ça va m'intéresser énormément et je pense que c'est aussi un mot qui me décrit bien, c'est que j'aime apprendre beaucoup de choses des autres et de la vie en général. Trop bien. En gros, passionné, déterminé, pas mal de belles choses, trop bien. On essaye. Et c'est pour ça qu'on a matché en réalité. C'est vrai, c'est vrai. On est des passionnés par ce qu'on fait et forcément ça match de ouf. Et moi, c'est la même chose justement. J'adore justement les gens qui sont passionnés, peu importe le domaine, si c'est un domaine. Bon, on a de la chance, c'est le même domaine, même si c'est un sport On se différent. rejoint un petit peu, c'est vrai. On se rejoint sur ça, mais j'adore les personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font également. Donc ça c'est plutôt cool, trop bien. Et ben justement tu nous as dit coach en basket. C'est vrai. Juste avant d'en parler, tu vas pouvoir en détailler un petit peu plus de comment ça se passe, comment tu fais, sur pas mal de choses. Qui tu es en dehors du basket? C'est-à-dire d'où tu viens, d'où tu pars. En dehors du basket, moi je suis un petit jeune, parce que j'ai que 21 ans entre guillemets dans un monde un peu vaste, mais moi je suis alsacien, de pure souche on va dire. Je viens de Mulhouse, moi à la base, ça fait que quelques années que je suis à Strasbourg maintenant, notamment pour les études et le basket. Ouais. Mais je viens de Mulhouse, là j'habite sur Strasbourg, dans un petit village à côté de Strasbourg. Et malheureusement, c'est pas triste à dire, mais en dehors du basket, comme le basket régit un peu ma vie, c'est sûr que bon, après je fais pas mal de choses. J'ai fait de la musique, j'ai fait du théâtre, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Ça revient un peu sur la curiosité et le fait de vouloir découvrir pas mal de domaines. Mais ouais, voilà, je suis un petit jeune de 21 ans qui a des projets et qui essaie de les concrétiser en tout cas du mieux possible. Trop bien. Nickel, bah, ça résume pas mal. Trop bien, stylé. Et est-ce qu'il y a une personne qui t'a justement inspiré dans un petit peu tout ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant Inspiré, c'est un peu compliqué à dire pour moi aussi, dans le sens où je me suis jamais dit en regardant des superstars ou quoi, ben, je veux faire comme lui. Je me suis jamais dit lui, je vais faire exactement la même chose. Il y a des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont un peu donné des mentalités, on va dire, mais c'est des choses assez basiques. Le fait de justement vouloir progresser, vouloir faire du mieux possible, c'est pas forcément ah ben je me suis inspiré de telle ou telle star, tel ou tel acteur, tel ou tel sportif parce que ils sont acharnés ou quoi que ce soit. C'est des mentalités et je pense que c'est des mentalités qui sont un peu, comment dire, pas bateau, mais c'est pas qu'une personne qui a pu l'avoir. On va dire que c'est plusieurs personnes et c'est des choses quand tu t'intéresses, quand tu regardes un peu sur les réseaux, ça revient un peu et c'est pas à chaque fois la même personne qui t'en parle. Mais après, sinon, oui, j'ai la chance d'avoir une famille aussi qui est proche de moi et qui m'a donné des valeurs. Et donc les parents, les frères et sœurs et l'entourage proche, les amis proches que j'ai depuis maintenant longtemps, pareil, eux aussi ont contribué à faire progresser, on va dire, cette mentalité de vouloir faire du mieux possible, d'être passionné, d'être curieux. Ça vient un peu de beaucoup de gens, plus proches ou moins proches, mais je me suis pas inspiré vraiment de quelqu'un en particulier. Ok. Voilà. Ouais, c'est un tout qui a fait que, en fait,
t'as pris par-ci, par-là, en fait, vraiment quelque chose qui te correspondait un C'est petit ça, peu. c'est ça. Je me suis fourni un peu de partout, quoi. Ouais, génial, polyvalent. C'est ça. Toi, c'est un peu différent ou. Alors moi c'est un petit peu différent, en réalité bonne question, je te l'ai posée mais Ah. j'y ai pas réfléchi. Ah. Non, en réalité en y pensant, je n'ai pas forcément des personnes en particulier qui m'ont inspiré, etc. Bien sûr, tu prends exemple sur certaines personnes qui sont peut-être du domaine, peut-être d'un autre domaine, Bien sûr. ça c'est clair et certain. Mais moi personnellement, je te dirais, je vois ça surtout sur les 4-5 dernières années. Je me suis beaucoup inspiré de tout ce qui était les animés, tu vois. Ouais, bah oui. Les animés, One Piece, etc. Je comprends. Et c'est pas juste pour moi, c'est pas juste des dessins animés, même ce que je regardais quand j'étais petit. Tu vas toujours chercher un petit peu plus profond de qu'est-ce que l'auteur en fait, et qu'est-ce que l'artiste veut partager. Et souvent, tu vois que c'est des choses plus profondes. Donc ça, je m'en suis beaucoup inspiré. Tout ce qui est en lien avec la détermination, le dépassement de soi, le goût de voyager par exemple, ça m'est venu en réalité aussi des dessins animés style Olive et Tom. Ah ouais, je vois genre grave. bah justement il y avait le match Brésil-Japon hier, dommage pour le Japon. Ouais, c'était une. C'était presque. Presque. Ça aurait été bien. Mais en soi, tu vois, là-dedans, quand j'y repense, tu vois la détermination, le fait que, en fait, tu as, un rêve et tu es persuadé qu'en fait, il est persuadé qu'il va réussir et en fait, il donne tous les moyens qu'il peut en fait, pour pouvoir y arriver, Ouais, c'est ça. concrétiser. Même si en fait, le chemin est semé d'embûches, ça en réalité, ça représente un petit peu ce que tu as dans la vie. Donc il y a les animés et sinon, par exemple, un film. C'est la saga des Rocky. Ouais, ça, je ça peux me parle comprendre. beaucoup. Ça me parle beaucoup lorsque tu es en période pas forcément bonne, on va dire ça comme ça, bah, ça peut m'arriver où j'ai besoin d'un petit coup de boost. Bah, ça m'arrive d'en revoir un et après tu repars au charbon. Ouais, mais ça te rappelle la discipline qu'il faut avoir tous les jours en fait. Donc, ouais, c'est ça. Ok. Donc, ouais, moi, c'est un petit peu sur des petits points. Après, comme toi, je prends un petit peu ce que j'ai à prendre un petit peu partout. Et des fois, en fait, j'ai des points d'accroche où j'ai des choses, à des moments dans ma vie, ça m'est arrivé à tel ou tel moment. J'ai écouté telle ou telle musique ou je truc. Et en fait, c'est important. Et en fait, quand je la réécoute, je repense en fait à ce moment-là. C'est ça. J'ai des moments qui sont liés en fait à des choses que j'ai écoutées ou que j'ai regardées. C'est ça, c'est des souvenirs et c'est la nostalgie de certaines choses. Et puis après, quand on grandit et puis on passe des périodes dans nos vies plus ou moins compliquées, comme tu dis, des musiques ou des films qui sont aussi accrochés à des bons souvenirs, attention. Voilà, c'est ça. Mais là, on parlait des moments un peu compliqués où il faut garder la tête haute. Donc c'est vrai qu'on se rappelle ça peut être des musiques, des films, même des messages qu'on reçoit des gens, etc., de force. Et c'est des choses qui peuvent nous inspirer, effectivement. Carrément. Il faut garder cette tête haute, comme on disait. Il y a cette partie de détermination, et là je viens d'y repenser, justement, ça m'a fait tilt. Il y a aussi, en réalité, ma page Instagram. Genre dans les périodes basses, tu vois, par exemple, je revois les. C'est pour ça que pour moi, c'est mon journal de bord. Parce que j'aime partager, j'aime faire. Et surtout, en fait, c'est que souvent, je revois les choses que j'ai fait avant. Et quand je vois des reels avec l'équipe, quand je vois des moments que j'ai passés, quand je vois des voyages que j'ai fait, c'est waouh. Je me dis, j'ai vécu ça et tout ça. Et tu sais, tu te revois ça 5-10 minutes, grand max, tu vas pas scroller non plus ta page Instagram. Mais en soi, ça te remet d'aplomb et ça te dit, ah ouais, quand même, il y a encore pas mal de belles choses à faire. Quoi. Ouais, tu vois le chemin parcouru et puis tu regardes du coup celui qui reste à parcourir c'est motivant, ouais, je suis d'accord. Exact. Donc ouais, c'est un petit peu tout ça. Et dis-nous un petit peu, comment est rentré justement le basket dans ta vie? C'est assez simple. On va dire que je suis dans une famille de sportifs. Mes parents n'étaient pas vraiment dans le basket. Ma mère faisait du volley et mon père faisait de l'escrime, mais c'est quand même la culture du sport. Et après, nous, les 4 enfants dans notre famille. Et donc mon grand frère et ma grande sœur faisaient du basket. Et surtout, j'ai surtout suivi mon grand frère j'allais le voir à ses matchs en fait. Mes parents accompagnaient, surtout mon père accompagnait les enfants aux matchs, etc. Et mon père m'a amené très vite voir les matchs de mes frères et sœurs. Et en fait, je passais mes week-ends dans les gymnases avec eux. Et dès que j'ai su marcher, j'allais chercher les balles et j'essayais de dribbler. Et pareil, tu vois, tu parlais d'Instagram et des souvenirs. Moi, il y a des photos de moi où je dois avoir 3-4 ans et je regarde le ballon avec des étoiles dans les yeux. Et ça fait 19 ans, du coup, 18-19 ans maintenant que le basket il est entré la plus
innocentes manières, on va dire, j'étais un bébé et le basket, il est venu, il m'a dit je serai pour toi. Et puis il a été pour moi. C'est pour ça. C'est trop bien ça. Vraiment trop stylé. Donc en fait, vraiment depuis que t'es petit, t'as baigné c'est ça. dedans et t'es resté dans la marmite. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Hein. C'est la potion magique. Hein. C'est la potion magique. C'est clairement ça. Ouais, c'est sûr. Incroyable. Et à quel moment tu t'es dit je veux coacher? Ça, c'est arrivé bien plus tard. En fait, le moment où je voulais. En fait, il y a une différence entre le moment où j'ai décidé que je voulais en faire, que je voulais en faire ma vie, je voulais devenir coach professionnel, et le moment où juste j'ai décidé de coacher parce que j'aimais le basket et que je voulais commencer là-dedans. Ça a commencé par ça. Quand j'étais en classe de terminale, je savais que je voulais entrer en STAPS et que je voulais faire un métier dans le monde du sport. Depuis le début du lycée, je savais que coacher du basket, ça m'intéressait à côté d'un autre métier dans le sport. Donc tout le lycée, j'ai réfléchi à ça. En terminale, j'ai demandé dans mon club près de Mulhouse, à l'Uterbach, à un de mes anciens coachs qui allait devenir un coéquipier si je pouvais coacher avec lui une équipe de jeunes. Au final, malheureusement, lui s'est blessé très tôt dans la saison et j'ai repris, comme il était immobilisé, les jeunes, c'est moi qui les coachais tout seul. Okay, ouais. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai coaché 2-3 mois tout seul, en fait, les petits, entre guillemets, parce qu'ils avaient 9 ou 10 ans, ils me regardaient avec des étoiles dans les yeux en mode ah ouais, le basket c'est génial. Et en fait, c'est le truc de je partageais ma version des choses, ma philosophie de coaching, ma philosophie du basket, je la partageais et j'avais en fait, je me voyais moi en eux en mode waouh, le basket c'est génial. Et là, je me suis dit ouais, en fait, jouer ça a toujours été un kiff pour moi et ça l'est encore. Mais à ce moment-là, je me suis dit non, le coaching c'est notre histoire. Le partage c'est notre histoire. Et à ce moment-là, je me suis dit bon, plutôt que de le garder un peu à côté pour plus tard, etc., on va quand même réfléchir à essayer d'aller le plus loin possible là-dedans, quoi. Énorme. Trop bien. Ça fait trop penser, ça fait trop écho avec ce que j'ai vécu également quand j'étais petit. Parce que justement, pour ma part, donc j'ai coaché, j'ai d'abord commencé par faire du handball. J'avais déjà eu un passé sportif. J'ai commencé avec la natation à l'âge de 3 ans. Ensuite, j'ai fait du basket pendant 1 an, mais j'ai pas aimé ça. C'est pas grave, je te pardonne. J'ai pas aimé ça du tout. Mais parce que je me cherchais, j'ai testé plein de sports, j'avais testé juste une séance de foot, j'en ai pas fait, mais au final, je suis sûr que ça m'aurait plu. Mais moi, au final, voilà, c'est des choix. Et la natation, j'ai continué jusqu'à 12-13 ans, et à l'âge de 13 ans, justement, j'ai arrêté la natation parce que c'était un sport individuel et j'en pouvais plus des sports individuels. Et donc, je me suis dit, j'avais un pote en fait qui s'était inscrit au handball. Je l'ai suivi sur un entraînement, j'ai grave kiffé, même si j'étais nul à chier. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire une année ça et après on verra. Et suite à ça, l'année s'est super bien passée, malgré que j'ai marqué, je crois, 3-4 buts sur l'année, alors que c'est pas beaucoup, tu vois. C'est ok, c'est la première année. Mais sachant que moi j'ai commencé en moins de 15 ans et ceux qui étaient dans mon équipe ils se connaissaient depuis moins de 11 ans, tu vois. Ils avaient déjà 3-4 ans ensemble, donc le collectif était déjà présent. Donc voilà. C'est sur la deuxième année où mon petit frère il m'a suivi, donc il a commencé le handball en moins de 11 et je commençais à venir de temps en temps aux entraînements et tout ça, et de manière régulière. Je sais pas pourquoi, c'était peut-être juste pour voir, je n'ai pas la raison du pourquoi, du comment, mais ce qui s'est passé, ce qui était ouf, c'est que l'entraîneur, il y avait 3 entraîneurs, un des entraîneurs ou un deuxième, je ne me rappelle plus exactement duquel, m'a proposé écoute, tu viens souvent et tout ça, est-ce que ça te dirait de m'aider, etc. Et je lui dis carrément, ça me chaufferait de ouf. Et donc en fait, petit à petit, sur cette année, j'ai fait la transition de spectateur, supporter entre guillemets à j'ai commencé un petit peu à prendre des petites responsabilités, peut-être prendre un exercice par là, etc. Et je commençais à coacher au fur et à mesure. Au début, quand j'ai commencé, c'était parce que je voyais ça comme, tu vois, j'avais rien de spécial, mais je voyais que ça m'apportait quelque chose de spécial. Et j'avais besoin de ce petit truc-là. Et j'ai toujours été en décalage par rapport en fait aux personnes en fait autour de moi, aux personnes de ma même génération.
j'ai toujours été plus mature que la génération avec laquelle je suis, ce qui fait que en fait, j'ai souvent traîné, en fait, j'ai souvent été avec des personnes qui Ouais, étaient. t'es plus âgé. Ouais, c'est ça. Hmm. Et donc, cette expérience-là m'a pris, et enfin, je pris en maturité, mais fois 10 000. Quand j'ai commencé à coacher un peu plus sérieusement, sur les 4-5 années, j'ai suivi des moins de 11 à moins de 18 à l'équipe de mon petit frère. Donc, Sacrée expérience quand même. sacrée expérience. Et tu sais, quand tu parlais justement des enfants avec les étoiles dans les yeux, c'était exactement ce que je ressentais. Et tu vois, c'est que ces gamins, je les voyais en fait comme mes petits frères, tu vois. Et Ouais, c'était c'est ça. vraiment incroyable de pouvoir retransmettre ta passion, même si je sais que, en fait, tu vois, il y avait des choses que je n'arrivais pas à faire, je ne pouvais pas dire pourquoi. Mais par contre, j'arrivais à le retransmettre et à donner les bons conseils en fait aux joueurs. Donc tout ce que je faisais pas, Ouais, c'est ça. recordé. Toi, t'arriveras. Pardon. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça, ça me titille beaucoup par rapport à ça. Ouais, Mais mais bon, c'est une expérience unique. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, Unique. carrément. Et donc aujourd'hui, tu coaches au niveau national ou pré-nat? Je m'en rappelle plus. Alors, moi, j'ai coaché de la pré-nationale, Ouais. mais je suis aussi du coup assistant coach d'une équipe de National 2, donc je fais partie d'un staff d'une équipe nationale, ouais. Trop bien. Et Au niveau national, pas national. mais ça n'a sûrement pas commencé comme ça. Mais comme Ah, tu avais commencé un petit peu justement avec les petits moins de 9 ans, je sais pas. Moins de comment 11. Moins Donc de c'est U11, donc c'est les mêmes catégories Ok, ouais. à peu près qu'au hand ou au foot, mais c'est en dessous de 11 ans, en dessous de 13, en dessous de 15, etc. Ok, trop bien. Donc, trop bien, bah, on a pu t'apprendre un petit peu à connaître sur cet aspect-là. Et on va parler un peu plus de comment construire la performance. Ouais. Un petit peu plus sur ce sujet-là. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un coach est un bon coach? Un bon coach, pour moi, déjà, la base, ce qu'il faut arriver à faire, et c'est compliqué, hein, là, on parle, j'ai la chance d'être ici avec toi, d'en parler, mais moi je suis jeune, donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Mais pour moi, tu dois gérer deux choses qui sont très distinctes, mais qui sont dépendantes l'une de l'autre. C'est un effectif et des individualités. C'est-à-dire qu'un bon coach, s'il gère une équipe, mais qui ne gère pas les joueurs qui font l'équipe, ça ne marche pas. Si c'est un coach et que tu arrives, entre guillemets, à gérer les 12 joueurs, mais que ton équipe, c'est n'importe quoi, c'est compliqué. Mais quand tu arrives à gérer et le groupe et les 12 individualités, je dis 12 parce que c'est à peu près comme ça que les équipes de basket fonctionnent, là déjà, le coach, il a fait une part de son taf. Après, pour être un bon coach, et évidemment pas que ça, il faut avoir des connaissances, il faut avoir pas mal de choses. Et le plus intéressant et le plus important pour moi à côté de ce que je viens de dire par rapport au groupe et aux individualités, c'est leur potentiel. Un bon coach, c'est quelqu'un qui tire le meilleur de son équipe en tirant le meilleur des 12 joueurs. Le meilleur des 12 joueurs. S'il arrive à prendre un joueur et le faire progresser et le rendre le plus utile à l'équipe possible par rapport à ses principes tactiques et techniques, là ce sera un bon coach. Et après, forcément, un bon coach, c'est un coach qui gagne. Donc même si tu fais ça et que tu as l'impression de faire du bon boulot, après il y aura forcément des défaites, il y aura forcément des équipes qui sont meilleures que la tienne. Mais si tu as l'impression de gérer ton équipe, tu as l'impression de gérer tes joueurs, tu as l'impression d'en tirer le meilleur et que tu perds tous tes matchs, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. Donc je pense que c'est là, parce qu'on parle de la performance, hein, donc on parle d'un niveau professionnel où le but c'est quand même de gagner, on ne critique pas l'aspect loisir ou quoi, mais bien sûr. Ces trois choses-là qui sont quand même vachement importantes pour être un bon coach en mon avis. Ouais, bien sûr, pour retourner par rapport au dernier point, comme dit, on a séparé l'aspect performance et l'aspect loisir, l'aspect pro et l'aspect loisir, parce qu'en réalité, tu peux pas demander la même chose au loisir, et surtout par exemple avec des gamins. Enfin, je sais que ça, on a eu le cas lorsqu'on entraînait à l'époque, et il y en a qui avaient une vision de performance, trop bien, mais après les gamins, ils ont 11 ans ou ils ont moins de 11 ans. Tu peux pas demander de la performance en fait à des gamins qui sont encore en train de se développer, etc. C'est des tu le fais différemment, ouais. C'est ça, faut s'adapter. Je sais que au monde, les gamins ils courent de partout. C'est une catastrophe, tu vois. Tu peux pas passer à. On a les systèmes de défense, une 6-1, enfin une 6-0, une 5-1, une 4-2, une 3-3.
tu peux pas demander en fait à mettre en place des systèmes comme ça. Des gamins, ils courent, ils ont plein d'énergie, il faut que tu fasses du tout-terrain. Enfin voilà, c'est s'adapter un petit peu. Mais ouais, je te rejoins sur ça. Comme dit, on ne banalise pas le loisir, c'est très important, mais là on parlait plus de performance et là, bien sûr, tu as besoin de gagner en réalité. Ouais, c'est les résultats aussi qui comptent au final, quoi, c'est sûr. Ouais, carrément. Et selon toi, quelle est la plus grosse des erreurs que peuvent faire des jeunes joueurs? Déjà, Ou les plus grosses. quand on parle des jeunes joueurs, pareil, on reprécise, mais on parle de jeunes joueurs qui ont du coup déjà un gros potentiel, donc on parle pas Ouais. d'enfants de 9-10 ans, même si il y en a déjà qui sont extraordinaires, etc. Mais là, on parle plutôt de jeunes joueurs entre 14 et 18 ans qui sont en train de prospecter pour des centres de formation, ce genre de choses. La plus grosse erreur, pour moi, que les jeunes ils font, c'est sous-estimer comment dire, le travail. En fait, simplement sous-estimer le travail. Sous-estimer le fait de passer du temps dans les salles de basket, de prendre 800 tirs, de juste y aller et de faire. De faire. Aujourd'hui, alors, il y en a beaucoup qui savent travailler, mais on oublie souvent comment travailler. Ouais. Comment faire certaines choses. Moi, je suis coach d'équipe, mais à côté, je coach aussi individuellement certains joueurs, certaines joueuses. Moi, j'ai une joueuse que je coach individuellement depuis un bon moment. Il y a en fait, quand j'ai commencé avec elle, tu veux lui montrer quelque chose, tu veux lui apprendre quelque chose, et tu te rends compte qu'aller tout de suite au but, ça marche pas. Ouais. Il faut décortiquer. Et je pense que c'est une grosse erreur que beaucoup de jeunes font, c'est de se dire, ok, je veux être aussi fort que ça, je veux pouvoir réaliser ça. Mais ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a à faire avant. Exact. Il faut décortiquer les choses, travailler plusieurs domaines qui vont au final t'apporter ce que tu cherchais, mais il ne faut pas avoir entre guillemets la flemme de passer par les étapes 1. Tu ne peux pas arriver au niveau 10 si tu n'es pas passé par le niveau 1, 2, etc. Donc pour moi, c'est ça la plus grosse erreur qu'on puisse faire aujourd'hui, surtout quand on est jeune et qu'on se dit bah, on a un peu la flemme, on préfère sortir, etc. Avec des potes ou quoi. Non, tu as envie de progresser, tu as un objectif en tête, tu vas à la salle et tu sors pas tant que tu n'as pas réussi ton truc. Quoi. Ouais, carrément, en réalité, il n'y a pas de raccourci, c'est le travail. Et de travailler de manière intelligente en faisant étape par étape, step by step. Parce que tu dois avoir la stat, mais par exemple Michael Jordan ou Kobe Bryant, combien de tirs ils ont dû réussir pour justement. Combien de tirs ils ont dû faire ou de shoots ils ont dû faire. Oui, tout à fait. Je ne me rappelle plus de la stat, mais. C'est astronomique. Hein. Elle est astronomique. Et c'est là que tu te rends compte, c'est les bases qui ont été travaillées plusieurs fois en répétition qui ont fait que justement, ça leur a permis d'avoir plusieurs victoires. Mais c'est ça. C'est des choses super importantes qu'on oublie trop. C'est des trucs qu'on voit sur les réseaux assez fréquemment, mais des fois, on est aveuglé par des trucs. Les superstars, ils sont très forts, attention, et il y a plein de jeunes qui finiront dans des équipes professionnelles, etc. Mais les jeunes qui finissent à des hauts niveaux, c'est des jeunes qui ont la culture du travail, en fait. La culture de l'obsession et de vouloir faire. Même si on fait mal au début, c'est vouloir faire, répéter, et le travail paye toujours. Carrément. Trop bien. Ça rejoint justement la question que j'allais mettre après, mais c'est pas grave, ça sera pour une autre question. Le talent ne suffit pas forcément. Ça ne suffit pas d'être talentueux. Je pense pas. Non, je pense pas. Enfin, pareil, il y a toujours des exceptions. Oui. Il y a des talents qui sont tellement immenses qu'au final, ils arrivent quand même à se faire une place à certains niveaux. Mais encore une fois, je vais sûrement le répéter souvent dans le podcast, mais l'obsession et le travail battra le talent. Un talent qui travaille, il va loin. Parce que quelqu'un qui est né pour quelque chose et qui en plus fait en sorte de travailler pour encore plus progresser, c'est inarrêtable. Mais quelqu'un qui n'est pas, entre guillemets, né pour faire ça, alors évidemment c'est un peu bateau à dire, mais quelqu'un qui découvre quelque chose et devient passionné et qui n'est pas de base fait pour ça, mais qui va travailler pour progresser, lui il sera encore meilleur. Bien sûr. Il n'a pas de limite. Toi, tu es bon parce que tu es bon. Lui, il est bon parce qu'il a passé des années à devenir bon. Exact. Et c'est une différence entre être bon et devenir bon. Donc pour moi, le talent ne suffit pas toujours. En tout cas, il a une limite en termes de niveau et à partir
d'un certain plafond, il faut rajouter le travail si vraiment tu veux encore progresser et casser le plafond, quoi. Ouais, carrément. T'as pu constater un petit peu ça justement avec certains de tes joueurs, certaines personnes que t'as pu avoir? Moi, que le talent ne suffisait pas, oui. J'ai vu j'ai vu des jeunes joueurs avec lesquels je jouais qui Ouais. étaient. Alors, j'avais la chance, entre guillemets, de m'entraîner avec des équipes qui étaient supérieures aux miennes, Ouais. partenaires d'entraînement ou juste surclassés, etc. J'ai fait, alors pas longtemps, hein, je suis pas en train de dire que moi je suis un énorme joueur, mais il y a des joueurs avec qui je m'entraînais quand j'étais vraiment jeune, quand je devais avoir 12-13 ans, etc., qui ont fini là à des niveaux professionnels, Ouais. mais parce que pour le coup, eux ils ont répondu à ce que je disais avant. Ouais. Eux ils travaillaient énormément, et j'en ai vu d'autres qui faisaient partie de l'équipe, qui avaient un talent pas égal aux autres, mais qui avaient un talent aussi à développer, mais qui eux n'ont rien fait parce que ben, on avait un peu la flemme, parce que vas-y, je préférais faire ça. Et peut-être que eux n'avaient pas envie. Oui, Peut-être qu'eux n'avaient pas envie d'utiliser ce talent-là, et parfois être talentueux, ça veut pas dire aimer le sport. Ouais. Il y a des gens qui sont talentueux qui n'aiment pas ce qu'ils font. Et au final, ben, tu t'arrêtes, etc. Mais c'est ça aussi, en fait, quand tu es passionné, je pense que tu as une raison de travailler, tu as une raison de faire ce sport, ce qui est un peu différent. Mais sur les joueurs pro, là, cette saison, par exemple, enfin semi-professionnels, moi, dans mon équipe, j'avais des travailleurs, mais Ouais. qui ont déjà réussi à tenir tête à des mecs qui étaient, entre guillemets, que talentueux, non, parce qu'ils travaillent forcément à côté, on est d'accord, hein. Je ne suis pas en train de sous-estimer le travail qu'ont fait les autres équipes, mais je pense qu'il y a des moments où, quand tu travailles dur, tu es capable de rivaliser avec des mecs qui sont plus talentueux que toi. Pas qui travaillent moins, mais qui ont plus de talent de base. Si toi tu travailles autant qu'eux, tu peux Bien leur sûr. tenir tête, et après tu as le collectif qui rentre en jeu, etc. Mais Bien sûr, ouais. ça te permet de regarder les yeux dans les yeux de temps en temps certains joueurs qui sont vraiment au-dessus, quoi. Carrément. Après, comme dit, l'énergie collective, ça fait enfin l'énergie collective fait la différence, peut faire la différence sur ces genres de rencontres, même si en face tu peux avoir des joueurs plus talentueux, etc. Ouais, totalement. Trop bien. Et selon toi, que représente justement le travail invisible qu'on peut avoir? C'est la plus grande, c'est la face cachée de l'iceberg. C'est travail invisible. Alors bon, justement c'est ça, hein, c'est le travail caché, mais Ouais. ce que je disais déjà avant par rapport à l'obsession, etc. Mais quelqu'un qui vient à l'entraînement, je dis une bêtise, quelqu'un qui vient à l'entraînement c'est 19h, 20h30. Ouais. Quelqu'un qui vient à l'entraînement à 18h55, qui repart à 20h35. Il a fait son entraînement, il a bossé à l'entraînement, c'est déjà très bien. Oui, c'est clair. Quelqu'un qui vient à la salle 18h15, qui fait un peu de renfort physique, qui fait des étirements, qui fait de la proprioception, qui fait de la pliométrie, il fait son entraînement, après l'entraînement il prend une balle, il va faire 200 lancers francs, 200 shoots. Lui il fait un travail que les autres ne voient pas. Et ça, c'est rien que le travail. Là, je parle pour le basket, mais quand tu es sportif et qu'en plus tu vas vers le haut niveau, tu as d'autres choses. Et là, toi, tu pourras me répondre plus facilement, mais avec la nutrition et ce genre de choses, quelqu'un qui se lève le matin, qui se lève à 11h, qui chill toute la journée, etc., il est en bonne santé, il n'y a aucun souci. Quelqu'un qui se lève plus tôt, qui va prendre un bon petit déjeuner, un bon repas, qui va faire attention à ce qu'il mange, qui va entre guillemets faire son sport, etc. Quelqu'un qui va se préparer mentalement, qui va faire ci, qui va faire ça, bah, il va entre guillemets faire un travail que les autres ne voient pas. Parce que là, en fait, le travail invisible, c'est aussi un travail que tu fais pas pour les autres. Le travail invisible, c'est le travail que tu fais pour toi. C'est-à-dire que oui, tu vas le faire pour l'équipe, te lever entre guillemets plus tôt, venir plus tôt à l'entraînement, partir plus tard, tu le fais pour l'équipe parce que tu veux être bon pour l'équipe, mais tu le fais pour toi parce que tu as envie de progresser. Et je pense que le travail invisible, c'est celui-là. C'est le travail qui n'est pas fait pour les autres, qui n'est pas fait juste pour gagner, mais c'est celui où tu te regardes dans le miroir, tu fais je fais ça pour moi. Ouais, carrément. Ouais, carrément d'accord avec ça. Trop bien. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver. J'ai bien aimé la comparaison par rapport à justement la partie nutrition où tu te réveilles à 6h, tu fais tes repas, etc. Et en réalité, c'est un petit peu ça. Souvent, tu as deux types de personnes. Tu as les personnes qui vont se réveiller 10 minutes avant de partir, Ouais, voilà. etc. Et ça fait que tu es en stress, enfin en pression totale, mais au final, tu t'oublies et tu penses à ton travail. T'es vraiment... Alors que si justement tu prends le temps, tu te réveilles, allez, 30-40 minutes avant, ça te fait un petit peu moins de semaine peut-être, mais au moins ça te permet tranquillement de faire ton repas du matin. Ensuite de te mettre bien dans la bonne vibes pour enchaîner le taf comme il faut, préparer tes repas. En réalité, c'est
deux mêmes plannings, enfin on a exactement le même temps, sauf que d'un côté tu vas avoir la personne qui ne pense pas à elle et la personne qui pense à elle. Et ça fait une différence de dingue en réalité Ouais, quand totalement. sur le long terme. Euh, Ça va faire la différence souvent sur la personne qui va atteindre ses réels objectifs et celle qui ne va pas l'atteindre malheureusement. Après, comme dit, hein, c'est des mentalités, et puis Exact. il y a aussi des choix de vie, dans le sens Bien où sûr. moi j'aime bien à chaque fois prendre les exceptions pour pas faire De trop de généralité. généralité, mais là on dit ceux qui, comme tu l'as très bien dit, hein, ceux qui font, comment dire, ceux qui font des efforts pour eux, ceux qui prennent pas soin d'eux, entre guillemets, il y en a qui malheureusement ne peuvent pas, Ouais. dans le sens où, je prends un exemple tout bête, hein, mais moi je ne peux pas me lever 40 minutes avant de partir, parce que moi pour le coup j'ai un peu des problèmes de sommeil, etc. Il y a certaines choses que tu peux pas faire, tu vois, où c'est plus compliqué, où tu as un rythme qui est différent. Moi, le problème de sommeil, il est lié au fait que ben, je m'entraîne le soir. Et quand j'ai 2 entraînements le soir, c'est difficile de pouvoir venir se coucher à 22h pour se lever à 5h30, tu vois. Exact. Donc c'est des rythmes de vie, mais en fait le but, et c'est ce que tu as très bien dit justement pour faire bien la différence, c'est le prendre soin de soi et ne pas prendre soin de soi. Prendre soin de soi n'est pas forcément obligatoirement se lever à 6h, manger ça, manger ça, manger ça. Ça peut être effectivement se lever plus tard. Par contre, quand tu te lèves, ben, tu vas à la salle, quand tu fais ci, tu fais ça. Si tu fais des efforts qui sont faits en fonction de ton rythme, en fonction de ton agenda, etc., tu vas prendre soin de toi. Bien sûr. Je voulais un peu clarifier ça parce que pour moi c'est important, parce qu'il y a des gens, je connais beaucoup de gens, j'ai croisé des joueurs, ou même des joueurs dans mon équipe, etc., où ben, tu peux pas faire comme les autres, mais ça veut pas dire qu'ils prennent pas soin d'eux. Tu vois, et donc c'est assez important de faire la part des choses, mais effectivement après ça joue énormément sur la performance. Bien sûr. C'est clair. Bien sûr, c'est très bien que tu aies remis ce point-là. En réalité, chacun est différent. Totalement. Chacun est différent et le plus important, c'est de savoir comment tu fonctionnes et comment tu peux adapter tout ça et être bien dans ton quotidien, on va dire ça comme ça. Totalement. Donc, ouais, trop bien. Par rapport à la performance, comment justement tu développes la confiance chez tes joueurs? Développer la confiance, c'est compliqué. Ouais. Compliqué, oui et non, parce qu'en soi, arriver à booster un joueur, après c'est très individuel. Tu vois, avant, je disais, un bon coach, il gère l'équipe et les individualités. Là, tu joues avec des individualités entre 12 joueurs, tu as 12 façons de booster un mec. Tu as 12 façons de parler à ce type, parce que si tu dis quelque chose, tu prends la même phrase, la même tonalité, etc., tu le dis à l'autre joueur, peut-être que le premier va dire ouais t'as raison, il va devenir complètement fou et super fort, et l'autre il va te dire bon, écoute là tu m'emmerdes, et il va être en sous-perf. Et en fait c'est ça qui est super important, c'est pour donner confiance à un joueur, il faut le connaître. Et ça je ne l'ai pas dit quand on parlait d'un bon coach, mais un bon coach c'est quelqu'un qui connaît vraiment ses joueurs dans l'individualité sportive, mais qui connaît aussi la personnalité, la personne. Un bon coach, c'est pas quelqu'un qui fait que gueuler sur tout le monde, c'est quelqu'un aussi qui va prendre des nouvelles, qui est capable de dire ok, ben, est-ce que là aujourd'hui à l'entraînement ça va, est-ce qu'avant le match t'es en forme, etc. Et c'est important. Et après, pour mettre en confiance un joueur, c'est jouer là-dessus, jouer sur son tempérament, jouer sur comment est-ce qu'il est. Quelqu'un qui a été souvent lié entre guillemets à l'échec, quelqu'un qui a eu comment dire, des coachs qui ont été assez vieille école dans le sens vraiment on tape entre guillemets un peu sur les doigts et tu vas au charbon, et qu'il a accepté ça, ben pour le booster il faut faire pareil. Il y a des mecs, pour le booster il faut dire bon tu le gueules dessus, en fait c'est un peu con à dire hein, mais tu mets une grosse claque et le mec qui retourne sur le terrain, non mais là tu dors, réveille-toi, et le mec il est bon. T'as des gars qui sont un peu plus, c'est pas de la sensibilité ou quoi, mais c'est vraiment du caractère, qui sont un peu plus réservés ou qui ont justement cet ego-là un peu de juste on se tape et on y retourne, où il faut le prendre avec un peu plus de pincettes, mais où tu vas plus leur parler. Ou, carrément. Ok, pourquoi est-ce que là t'arrives pas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais pas, j'ai pas trop confiance. Pourquoi t'as pas confiance? La dernière fois tu marques 15 points dans le match, t'es meilleur scoreur, etc. Qu'est-ce qui t'arrive? Et après, si c'est pendant un match, il faut trouver les bons mots, il faut trouver les bonnes motivations. Et si c'est à l'entraînement, tu mets en place des choses. De redonner confiance à quelqu'un, c'est lui donner des responsabilités. Un joueur qui n'est pas confiant sur le terrain à l'entraînement, tu lui donnes des responsabilités. Tu fais ok, prends la balle, la prochaine action, tu la joues pour toi. Tu regardes toutes les solutions. Je ne vais pas rentrer dans les termes basket comme ça, tout le monde pourra à peu près comprendre, mais
plutôt que de faire la passe, essaye d'aller tirer plutôt que de tirer, trouve la meilleure solution et après tu le fais une, deux, trois fois et il va forcément finir par réussir. Tu vois, tu as été capable. C'est ça. Et c'est pareil, ça c'est un feedback qui est super important. Redonner confiance à quelqu'un. Carrément. Quand tu es coach, tu vas beaucoup voir le négatif, beaucoup aller leur dire là tu as mal fait ça, là tu as mal fait ça. Mais le plus important, c'est même si tu parles pendant une demi-heure de ce qui est pas bon et ce qu'il faut rectifier, pendant 2 minutes, tu dois dire là par contre, tu as été bon. Là, tu as fait un bon choix, là, tu as fait un effort, etc., etc. Je pense que de redonner confiance à un joueur, c'est ça. Lui donner des feedbacks, le mettre dans une zone de confort et lui montrer que même si des fois il est en sous-perf, c'est un bon joueur et surtout lui donner confiance en lui, c'est montrer que moi j'ai confiance en lui. Ouais. Je sais pas comment toi tu vois la chose. Du coup, je le vois exactement pareil. Je compléterai même juste avant. Donc, qu'est-ce qui fait de moi un bon coach? C'est d'avoir en fait, on en a parlé tu viens d'en parler juste là. C'est d'avoir cette intelligence émotionnelle. Ouais, totalement. C'est-à-dire vraiment, tu vas pas pouvoir parler comme tu as dit avec tout le monde de la même manière parce que si tu gueules sur un, il y a l'autre peut-être il va super mal le prendre. Enfin voilà, il faut vraiment savoir s'adapter, devenir en fait un caméléon avec avec tes joueurs, avec les personnes que tu vas coacher. Donc ça, il y a ces caractéristiques, ce caractère à avoir, cette compétence à avoir. Et aussi, en parlant de ça, moi je sais que quand je jouais à l'époque, j'étais quelqu'un, fallait pas que tu me caresses trop au sens du poil, tu vois. Fallait vraiment que si ça allait pas, fallait que tu m'envoies, tu me bourrines, je suis tout pareil, j'avais vraiment besoin de ça parce que c'est un électrochoc qui mettait que des fois je faisais des bonnes perfs et des fois pas du tout. Des fois j'étais pas dedans et ça, des fois ça me remettait dans le bon chemin, etc. Donc comme dit, chacun est différent et là-dessus, il faut avoir cette bonne capacité à faire ça. Et j'ai perdu mes mots. J'ai perdu mes mots. Mais ouais, c'est ça. Il faut être capable d'avoir cette intelligence émotionnelle et savoir s'adapter. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que tout ce travail va se faire. Tu me diras si tu me corriges en tout cas, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti moi quand je coachais une équipe. Tout ce travail va se faire à l'entraînement. C'est-à-dire qu'une personne qui perd confiance, ça va être de reprendre un petit peu les points, si jamais le match est passé, de reprendre un petit peu les points ensemble et de le faire travailler justement sur ce focus-là pour le refaire gagner confiance. C'est une manière de le faire. Je te rejoins à moitié seulement, et je vais te dire pourquoi tout de suite, c'est que si tu prends les points mauvais du match, que tu lui montres ou pas, que juste que tu lui dis, et que tu vas travailler ces points-là, oui, effectivement, tu le mets dans une sorte de cocon pour dire on va travailler ça pour que tu réussisses la prochaine fois. Le seul risque que tu encours, par contre, c'est qu'est-ce que tu fais s'il loupe. C'est-à-dire que tu l'as pris dans son mauvais jour, tu lui as dit ça c'est mauvais, on va travailler pour que tu réussisses. Qu'est-ce que tu fais si quand tu travailles, le mec il fait que louper? Là, tu te retrouves dans un truc de. Après, je suis totalement d'accord avec toi, il faut montrer, il faut donner des feedbacks. Et après, pour moi, je ferais la même chose que toi, c'est travailler, mais tu travailles pas pour. Comment dire? En fait, il ne faut pas le vendre dans le sens on va travailler pour que la prochaine fois tu réussisses. C'est écoute, là tu as fait ça mal, on va juste rebosser ça. Parce que tu es capable de le faire, tu l'as déjà fait la semaine dernière, on va juste te remettre à niveau. Pas pour que la prochaine fois ça se passe mieux, juste pour te dire je suis capable. C'est que tu travailles pour l'instant T et pas pour la fois d'après, parce que travailler pour la fois d'après ça t'expose à des risques que mentalement ça close down de nouveau, tu vois. En réalité, ce que je rajouterais, c'est surtout quand tu sais que la personne elle l'a déjà réussi. C'est juste en fait le remettre en confiance, tu vois, dans ce truc-là. Quand tu sais qu'il l'a déjà vécu et qu'il a été capable de le faire déjà une fois, en fait, si tu es capable de le faire une fois, tu es capable de le faire. Totalement, Donc il y a ça. Et aussi, des fois, le choix des partenaires peut être aussi intéressant. Tout à fait. Il y a des joueurs justement qui ont cette capacité-là, tu sais qu'il est très bon là-dedans et qui peut mettre en confiance justement d'autres joueurs et ça peut. C'est tout on pourra en parler des heures. Non, mais ça au basket c'est super important. C'est tout un sujet. Dans une journée de formation là, que j'ai eue cette année, la formatrice nous a clairement dit, c'est Laurence Lemarchand, ceux qui connaissent un peu le basket alsacien le reconnaîtront, mais
travailler par deux, c'est super important. Elle nous disait sur des échauffements ou sur des phases d'entraînement, travailler par deux ou trois, mettez par groupe. Parfois, choisissez les groupes et vous mettez ceux qui s'entendent ensemble, ceux qui s'entendent pas ensemble, parce que ça fait travailler le collectif aussi. Mais du coup, ça fait écho un peu à ce que tu viens de dire, c'est ah ben, quand on fait du shoot, on va peut-être mettre celui qui a un peu du mal en ce moment avec celui qui réussit bien. Pour que comme ça, bah, celui qui réussit pas trop, il va avoir envie de faire plus et de s'appliquer un peu plus. Mais s'il s'applique un peu plus, bah, du coup il va travailler inconsciemment et il va commencer à marquer. Et pareil, le mental va reprendre le dessus, va être sur la bonne pente. Donc c'est clair que du travail un peu sur des petits comités, des petits groupes reste super important dans ces domaines-là. Ouais, je suis d'accord. Bien sûr, trop bien. Et ouais, donc on a parlé un petit peu justement de comment on peut aider un joueur qui perd confiance également. Enfin, on a englobé un petit peu tout ça également. Et est-ce que tu as déjà douté par le passé de tes capacités en tant que coach? Ouais, évidemment. C'est sujet sensible. Non, pas sujet sensible pour moi en tout cas, mais tu doutes. En fait, mais si tu doutes pas, tu vas où? Tu vois ce que j'ai envie de te dire ça? Bien sûr, bien sûr. Mais dans le sens, je vais prendre la question de deux angles différents. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, je me remets beaucoup en question. Énormément après chaque entraînement, après chaque match. Je suis capable de faire très bien la part des choses, dans le sens où le match est terminé, le dernier buzzer il retentit, qu'on ait gagné ou perdu, je suis capable de me dire ok, ça c'était bien, ça c'était moins bien. Et sans y laisser trop d'émotions et être impacté. Évidemment que tu es impacté et il y a des choses qui se passent encore derrière, mais pour se remettre en question là-dessus par rapport juste à l'activité tactique et technique, pour la préparation de la suite, c'est l'aspect de continuité. Ouais, tu doutes, tu te dis est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que là, j'aurais pas pu faire mieux? Et en fait, tu as des matchs, des fois, qui t'ont tellement stimulé mentalement que tu vas te refaire des millions de fois une scène. Des exemples bêtes, mais quand tu perds de 1 sur un buzzer beater, donc sur le dernier tir, l'équipe adverse, elle passe devant toi, mais tu te fais 15 millions de fois la dernière action pour savoir comment tu aurais pu éviter ça. Tu te refais 15 millions de fois le match pour te dire, purée, si j'avais pris le temps mort ici, si j'avais fait ce changement-là, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Et j'ai surtout au début, entre guillemets, alors ma carrière n'est pas si longue, j'espère que j'ai encore de longues années devant moi, mais quand j'ai débuté et qu'il y avait des matchs compliqués, je me posais énormément de questions là-dessus. Et c'est beaucoup plus malsain de douter dans ce sens-là que dans juste la remise en question. Quand tu te remets en question et que tu fais la part des choses pour progresser, tu es dans le bon, mais quand tu te doutes trop et que tu te refais des millions de fois un scénario, au final ça en devient malsain. Et ça, je l'ai compris rapidement ou non, mais au bout de 2-3 ans de coaching, où tu te dis, mais en fait, je reprends l'exemple du match perdu au bout de la dernière action de 1 point. Tu te dis, mais si j'avais changé cette chose-là, j'aurais peut-être gagné le match. Ouais, mais si j'avais changé cette chose-là, ben, tout le reste du match, il change aussi en fait. C'est une action ne change pas juste une action. Si j'avais loupé ce tir, si j'avais marqué ce tir au lieu de le louper, ben peut-être que derrière j'aurais encaissé plutôt que de récupérer la balle. Donc il y a certaines choses qui changent et en fait quand tu te poses trop de questions, t'en perds le fil. Et évidemment que j'ai douté et je doute encore de certaines choses et de capacités parce que je suis jeune, j'ai beaucoup à apprendre. Donc des fois tu te dis, est-ce que c'est pas trop haut pour moi? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est pas un niveau qui est trop élevé? Je veux dire, moi l'année dernière, je coachais à un niveau départemental. Là, je suis assistant de National 2. C'est pas la même. Il y a 5 ou 6 niveaux de différence. Bien sûr. Et tu es dans un staff qui est semi-professionnel, tu as des déplacements, tu vas jouer à Paris au lieu d'aller jouer dans le petit village à côté. C'est pas la même chose. Des fois, tu arrives dans des salles, tu as du public, tu te dis waouh. Ah ouais, mais quand ils présentent les équipes, ils disent mon nom. Waouh, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je mérite d'être là? Et en fait, c'est ces questions-là, mais cette période où tu doutes un peu, moi j'ai de la chance d'être vraiment passionné par le basket. Et en fait, une fois que le premier coup de sifflet est parti, c'est parti. Tu me parles plus de doute, tu me parles plus de qu'est-ce que je fais là ou pas, je suis là. Et voilà, et je kiffe. Et si ça ne doit pas durer, ça ne durera pas. Mais je suis là, j'ai fait en sorte d'arriver là, je profite du moment. Laissez-moi profiter de mon moment, tu vois. Ça, c'est clair. Ça apportera après, ça sera encore une autre histoire. Voilà, après, voilà, c'est autre chose. Mais je pense que pour toi aussi, dans ton domaine, pas forcément dans le sport collectif, mais même dans ce que tu fais aujourd'hui, il y a des doutes par rapport à en fait, l'ampleur de tout ce que tu peux faire. Et de est-ce que moi, la petite personne que je suis, dans toute l'humilité du monde, est-ce que cette ampleur-là, waouh, qu'est-ce que c'est, tu vois? Bien sûr, je doute pas tout le temps.
Mais ça peut m'arriver d'avoir un moment de doute, etc. Et c'est tout simplement de me revoir un petit peu mon background, etc. De voir ce que j'ai déjà fait par le passé. J'ai été capable de le faire, bah pourquoi je ne serais pas capable de Ouais, faire c'est plus. ça. Mais en réalité, on en a toujours des doutes. Et c'est normal, c'est ok. Pour ma part, ce qui fait la différence, c'est mon expérience. Je sais que j'étais capable de faire ça, donc je peux le retransmettre. Ouais. J'étais capable de faire ça, donc voilà. Ça passe beaucoup par l'expérience et bien sûr par la formation, etc. Plus tu as de billes, plus tu as d'outils, plus tu as Évidemment. de choses dans les mains, plus tu as de matière, plus tu peux justement enlever ces doutes-là, les diminuer. Tu les enlèveras pas totalement, mais tu pourras les diminuer. Non, c'est les contrôler qu'il faut. Ouais. C'est ça, ouais. Exactement. Donc, ouais, trop bien. Et dernière question par rapport à la performance, comment tu gères la balance entre l'exigence que tu peux avoir justement sur un joueur et son bien-être mental? C'est un sacré mélange qu'il faut faire. Et plus on peut se dire que plus on augmente en catégorie d'âge et en niveau, plus c'est facile de faire la part des choses. On peut se dire que les mecs qui sont professionnels, ils sont payés pour le faire, donc quoi que je dise, ils doivent le faire. Bah non, ça marche pas comme ça. Pour moi, alors évidemment, quand tu es sous contrat, quand tu es payé, t'as pas le droit de dire je ne veux pas d'exigence, je ne veux pas que le coach m'engueule si je fais quelque chose de nul. Non, tu es là pour ça, tu es payé pour ça. C'est con à dire, mais il faut que tu le fasses. C'est ton taf. Ouais, c'est ton taf, c'est ton métier en fait. Et c'est un peu compliqué. Après, il y a quand même des joueurs qui mentalement, même au niveau professionnel, ne sont pas prêts ou en tout cas pas capables d'encaisser certaines critiques de coach. Et alors attention, je défends l'autre côté aussi, les coachs ne parlent pas tout le temps de la bonne manière. Oui. L'exigence en fait, elle s'exprime aussi. C'est comment est-ce que j'exprime l'exigence? Est-ce que je l'exprime en gueulant sans cesse sur mes joueurs? Ou est-ce que j'arrive à hausser le ton et en même temps le garder, de temps en temps le rabaisser un petit peu de nouveau mon ton et être un peu plus doux pour que les joueurs comprennent mieux ce que j'attends d'eux? Tu vois, tu parlais avant d'intelligence émotionnelle, pour moi c'est super important. Si tu fais que gueuler, que tu sais pas gérer tes nerfs et que du coup tes nerfs ils prennent le dessus, ça va aussi prendre le dessus sur tes exigences. Si tu te calmes, entre guillemets, que tu arrives à avoir un sang-froid, tu vas gérer ta tonalité. Ton sang-froid, il va te permettre de gueuler sur un joueur pendant 10 secondes, lui dire putain, là t'as fait de la merde. 10 secondes plus tard, fais ok, maintenant par contre tu vas faire ça et tu vas lui expliquer les choses correctement. Et lui, il sait ce qu'il attend, enfin ce que nous on attend de lui. Et s'il arrive à gérer entre ok, là le coach il m'engueule, mais je sais ce qu'il va attendre de moi après, je vais pouvoir me rectifier. Son état mental, il est en mode ok, j'ai fait une connerie, c'est bon, j'ai retenu la leçon, je vais progresser et je vais essayer de rectifier le tir. Si tu l'engueules juste et qu'au final, c'est même plus de l'exigence, c'est juste tu gueules pour gueuler, pour moi en tout cas, c'est une grande partie du problème, et en fait, tu arriveras nulle part parce qu'il ne comprendra même pas le problème. Pour ça, en fait, la balance, la balance correcte, c'est savoir exprimer les exigences sans que ça prenne le dessus sur ta nervosité et celle du joueur. Parce que le joueur, s'il sait qu'il a merdé quelque part, lui déjà, il le sait et il est un peu mentalement en dessous. Donc le but, c'est pas de le rabaisser encore plus, c'est de le remettre au niveau moyen, entre guillemets, et lui dire ok, t'as merdé, c'est pas grave, on remet à zéro, tu retournes. Par contre, j'attends ça et j'attends ça. Si tu n'es pas capable aujourd'hui de le faire, tu sors et tu joues plus du match et on rectifiera ça à l'entraînement. Si tu montres que tu es capable de le faire, vas-y. Et la balance, elle se fait comme ça, entre je te fais quand même confiance, ça ne veut pas dire que je t'aime pas, ça ne veut pas dire que machin, là tu as fait de la merde, rectifie. Carrément. C'est très bien répondu. C'est vrai que l'aspect, en termes professionnels, c'est vrai qu'il y a les contrats pro, il y a tout ça. Donc c'est encore une gestion différente de l'amateur, en loisir et en sport amateur tout simplement. C'est totalement une autre dimension. Donc voilà, trop bien. Et on va faire un petit peu la transition sur tout ce qui est en lien avec la santé mentale justement. Ouais. On vient un petit peu de commencer avec ce sujet-là. Est-ce que de ton point de vue, tu as déjà baigné dans le sport depuis un bon moment, depuis 16-17 ans, un truc comme ça? À peu près, ouais. À peu près. J'ai pas fait bien les calculs, mais voilà. Mais est-ce que
selon toi, on parle assez de santé mentale dans le sport? Pour moi, pas du tout. Enfin, pas du tout, non. Dans le sens, pas du tout assez. On en parle et on en parle de plus en plus. Déjà parce que les métiers du sport, et ça, je pense que c'est ton cas aussi, mais ça prend de l'ampleur. Bien sûr. Ça fait. Je connais pas les dates exactes, mais on va dire que ça fait entre 5 et 10 ans que les métiers du sport grandissent et sont un peu plus respectés et on va dire considérés dans la société, etc. Et le problème, c'est que santé mentale, et forcément, quand, entre guillemets, quand tu dis ben, moi je vais devenir coach, bah, on te regarde, on te rigole au nez. Ah, de ouf. Ben, si déjà on respecte pas ton métier, on va pas encore en plus te parler de santé mentale. Mais ça, j'en ai parlé un jour avec une coach qui coachait à Mulhouse, Lauriane Dolt. J'ai fait des stages avec elle, etc. Et même j'ai eu de la chance de l'interviewer aussi. La santé mentale, c'est super important. Et on n'en parle vraiment pas assez. Mais il y a n'importe quel niveau. Hein. Moi, j'ai vécu des choses en coachant des U11, donc l'équipe avec la première année, des jeunes de 9-10 ans qui jouent pour rien, pour être champion départemental, de machin. Ça n'a aucune importance qu'ils gagnent le match ou pas. Mais il y a déjà eu des moments où je me suis dit, waouh, attends, mentalement, j'ai été stimulé à un niveau que je ne m'attendais pas en fait. Où je m'attendais pas. Et c'est compliqué. Et au niveau professionnel, c'est encore pire parce que tu as des attentes. Tu es responsable de tout ce qui se passe dans ton équipe. Quand tu es coach, tu as des joueurs qui peuvent être plus mauvais que prévu. Tu as des joueurs qui peuvent se dire, ok, bon, bah là, c'est pas grave, au final, c'est pas le joueur que j'attendais. Et le club, ou entre guillemets, les agents, etc., vont dire, oui, bah, ça va, il est payé, il va s'entraîner, il va devenir meilleur. Un coach, tu perds 4 matchs de suite, tu ne veux pas aller voir le capitaine en disant, bon capitaine, on t'enlève de l'équipe, tu vas voir le coach, tu dis, bon coach, tu peux faire ta valise. C'est ça, ouais. Et c'est un truc. Évidemment, les joueurs ont une préparation mentale aussi à suivre parce que coach et joueur, c'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Et les deux doivent être suivis et doivent concrètement parler de santé mentale et être pris au sérieux là-dedans. Mais là, je parle vraiment du côté coaching. En fait, on n'en parle pas assez parce qu'on se dit, mais coach, c'est bon, tu fais tes changements, tu dis ce que vous faites, etc. Bah non, c'est pas que ça. Parce que moi, émotionnellement, quand tu joues à 12 ou que tu joues à 10, ben, tu tankes aussi toutes les émotions de tes 10 joueurs. Parce qu'un joueur sur le terrain, il va laisser parler ses émotions. Mais si toi, tu les canalises pas, ben, peut-être qu'il va plus avoir le bon comportement. Peut-être que l'arbitre au basket, il va lui donner une faute technique ou ce genre de choses. Ben, toi, il faut que tu tankes ces émotions. Quand ils ne sont pas dans leur état normal, ben, quand tu prends ton mort et que tu leur parles, s'ils ne t'écoutent pas, il faut que d'abord tu arrives à tout canaliser, tout garder en toi et essayer de dire, ok, c'est bon, maintenant on se calme un peu, on souffle. Eux, ils souffrent et ils repartent à la guerre, mais c'est toi qui as encaissé tous leurs efforts mentaux, on va dire. Donc, pour moi, il faudrait en parler beaucoup plus et ne pas sous-estimer le niveau qu'il faut pour avoir de la santé mentale. Un jeune de 11 ans qui va jouer en départ, un coach qui coach une équipe de départemental 4 sans aucun intérêt, peut-être que lui, il s'en fout, mais quelqu'un qui fait vraiment son taf et qui a envie de vraiment faire son taf, il peut avoir besoin d'être suivi mentalement, entre guillemets. Forcément, tu as des gens qui sont plus prêts que d'autres, qui en ont plus besoin que d'autres, mais c'est un sujet qui est beaucoup trop sous-coté et qu'il faut en parler. Ouais, carrément. En réalité, le coach, c'est comme le bouclier. Le bouclier, c'est peut-être pas le long terme, mais en gros, c'est celui qui va tout prendre en fait, sur ses épaules et en fait, comme tu as dit, de ses joueurs. Qui reçoit aussi les responsabilités en fait, de sa hiérarchie qui en général ceux qui vont gérer le club. Totalement. Donc il a tout ça à gérer. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est tellement primordial en fait d'en parler parce que et c'est même pas en fait c'est bon bien sûr c'est au bien bon vouloir de la personne, mais c'est pas du tout honteux, c'est pas du tout voilà, c'est carrément primordial et à l'échelle au plus haut niveau, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit peu importe en fait partout tu as des personnes qui sont coachées, même des coachs se font coacher et c'est normal, tu vois. Je sais que par exemple j'ai déjà vu plusieurs podcasts par rapport à ça, mais tu as des coachs qui font des programmes super bien, qui sont super carrés, etc. Eux-mêmes se font coacher. C'est pas parce qu'ils sont pas bons ou quoi que ce soit, c'est juste que en fait leur partie de leur programmation personnelle, s'ils peuvent la déléguer à quelqu'un qui peut justement leur libérer cette charge mentale et qui peut leur permettre de se concentrer plus en fait avec
les personnes qui coachent ou leurs joueurs, en fait, c'est du tout bénéf. Et c'est vrai que cet aspect-là, justement, on en parle pas assez, et c'est une nécessité en réalité, peu importe en fait ton échelle, ton domaine. Oui, totalement. Ouais, carrément. On se rejoint bien par rapport à ça. Et justement, est-ce qu'un coach peut se retrouver seul selon toi? Peut se sentir seul? Tellement, tellement, je pense. Et attention, je parle pas forcément de moi aussi, mais je pense que déjà, moi j'ai un bon rôle, parce que là on parle, comme dit encore une fois, au niveau professionnel plutôt, je suis assistant. Ouais. Donc moi je suis justement la personne qui fait en sorte que le coach soit pas tout seul, à l'entraînement, en match. Mais si j'arrive entre guillemets à décharger le coach d'une certaine partie, concentré mentalement, etc., ça ne veut pas dire que lui, quand il rentre chez lui, il n'est pas seul. Même s'il y a la famille, même s'il y a des amis, il faut être entouré. En fait, il faut arriver à être entouré, mais le coach, évidemment, peut se sentir seul. Parce qu'en fait, quand tu es coach, c'est ce que je disais avant, mais ça revient un peu sur le doute et la remise en question. Bien sûr. Tu peux être entouré, et il faut être entouré des bonnes personnes, attention, ça c'est clair, des personnes qui veulent ton bien et que tu progresses et que tu réussisses, c'est important, mais quand tu vas regarder le plafond et que tu vas te remettre en question, tu es seul. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, mais après il faut aussi pareil faire attention et le gérer. Être seul, c'est pas un souci en soi. Bien sûr. Ça c'est un artiste qui disait, mais il y a deux solitudes, il y a celle qu'on cherche et celle qu'on fuit. Exactement. Donc celle qu'on cherche, c'est effectivement la rétrospection, le fait de se remettre en question et d'arriver à être seul justement pour se voir soi-même, mais il ne faut pas rester seul dans l'aspect solitude malsaine où tu rumines trop et ça te casse ton mental en fait. Ah, bien sûr. Ouais, carrément, c'est super important. Et ça rejoint justement à séparer aussi de comment dire ça? Ne pas ramener non plus ça à la maison, même si indirectement, quand on est coach et quand on est passionné, d'une certaine manière on le fait, mais ça va dépendre bien sûr de comment tu vas le gérer en réalité, un petit peu. En soi, c'est compliqué, hein, mais quand tu es passionné, moi, tu me parles de basket de 8h à 23h, ben, je parle de basket de 8h à 23h. Il n'y a pas de souci, tu vois, je vais pas t'en vouloir. Après, je pense que justement, et là je reparle encore une fois de l'entourage, mais je pense que c'est très intéressant et très important d'avoir des amis avec qui tu peux discuter de tout. De la famille avec qui tu peux discuter de tout aussi. Après, évidemment, comme dit, moi je ne sais pas si c'est un bon point ou un mauvais, mais ce fait de pouvoir, entre guillemets, faire la part des choses, de dire ok, le match il est fini, c'est bon. Je mets le problème de côté. Je vais parler basket avec des potes, avec la famille. Ben, je ne vais pas forcément repenser à ça. Ou je vais en parler un peu avec eux et eux vont pouvoir apporter leur aide. Maintenant, je pense que d'une manière générale, il faut le laisser le plus possible. Pas forcément ta passion, dans le sens quand je rentre à la maison, je vais ramener le basket avec moi à la maison. Parce que c'est le basket qui me fait me lever tous les matins, c'est le basket qui me fait être bien, même quand je suis tout seul, c'est lui qui me donne le sourire, etc. En plus d'autres choses, hein, là on parle de ça dans le podcast évidemment qu'il y a d'autres passions, il y a d'autres choses, etc. Mais moi c'est quand même une raison de vivre pour moi le basket, donc il faut que je le ramène à la maison parce que sinon j'ai pas envie de me lever le matin. Mais par contre, il y a le basket et ce que je fais dans le basket. Ce que j'ai fait dans le basket, je le laisse sur le terrain. Il y a eu le terrain et il y a le dehors. Sur le terrain, il s'est passé des choses. Si je veux en parler en dehors, je peux, avec les bonnes personnes, mais sinon, je laisse tout ça. Je ferme la salle et tous les problèmes de la salle, entre guillemets, sont avec. Entre guillemets, avec aussi sur quand tu as besoin d'appeler quelqu'un, etc. Oui, on va dire que tu réouvres la salle à nouveau, mais tu essaies de laisser tout ça sur le parquet et te dire ok, on a galéré aujourd'hui, j'ai fait de la merde, c'est pas grave, je rentre, je regarde un film, j'appelle quelqu'un, je parle de tout ou de rien, je raconte de la merde, etc. Et ça permet aussi de dire, en fait ça te permet de prendre du recul de quand tu reviens à la salle et que tu vas devoir te confronter à ce qui a été, ou que tu vas y retravailler chez toi encore une fois, mais il faut arriver à avoir ce temps de la maison c'est la maison. Bien sûr. Tu as vécu des choses dans ta maison en dehors de ta passion. La famille c'est en dehors de la passion. Plus ou moins, mais je veux dire, si tu as cette période-là où tu arrives à laisser ton problème de côté, quand tu vas revenir à ce problème-là, tu seras mieux. Traiter le problème à chaud, sans avoir eu de déconnexion. En fait, si tu ne déconnectes pas, ton cerveau il surchauffe.
et ton cerveau qui surchauffe sur un seul et même thème, tu prends pas les bonnes décisions. Bien Une sûr. décision qui est prise quand tu es énervé, quand tu es sous pression, c'est pas une bonne décision. C'est pas une bonne décision. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil énormément. C'est tellement. Non, mais c'est vrai. C'est exactement ça que je pensais. Et ouais, c'est carrément ça. Ouais, très important. Trop bien. Tu vois, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord sur pas mal de choses. C'est pas faux, c'est pas faux. Sinon, on serait pas là d'ailleurs. Mais en réalité, il y a aussi un point, et j'ai adoré ça et c'est tellement réel. C'est là aussi l'importance de savoir bien s'entourer et d'avoir un entourage adéquat par rapport à tout ça. Parce que, par exemple, tu peux pas t'entourer avec des personnes qui ne te comprennent pas qui comprennent. Comment dire ça? On va remettre les trucs dans le contexte. Des personnes qui savent t'écouter. Qui savent t'écouter, ouais, c'est ça. Peu importe qu'elles soient du domaine, pas du domaine, peu importe, mais qu'elles savent t'écouter, c'est super important d'avoir ces genres de personnes, ces styles de personnes. C'est des personnes rares qu'il faut avoir. Parce que, comme dit, ça peut arriver que tu aies besoin d'écoute, d'aide, etc. Et ça peut être les bonnes personnes, justement. Ouais, et puis c'est de l'attention. Oui. C'est de l'attention. Et c'est quelque chose qui compte énormément, même si, comme tu dis, même si c'est des gens qui n'y connaissent rien ou pas grand chose. Je prends l'exemple, moi, mon meilleur ami, je dis pas qu'il connaît rien au basket, sinon il va me taper dessus après. Non, mais c'est pas un basketteur. Il avait essayé, etc. Mais par contre, très fréquemment, si ce n'est tout le temps cette saison, quand il y a des matchs, moi je coupe le téléphone. J'ai plus de téléphone. Mais quand je rallume le téléphone, que je vois les messages, etc., il me fait ah ouais, premier carton serré, etc. Et puis il fait un peu, tu sais, il regarde un peu les résumés qu'il y a sur les réseaux, parce que nous on n'a pas forcément de live, mais il regarde un peu les résumés, et puis à la fin du match, il fait ah ouais, grosse défaite, je sais passé quoi, qu'est-ce qui s'est passé, et puis on en parle un peu, enfin, ah ouais, et puis même si il connaît de plus en plus, parce qu'il vient voir des matchs avec moi, etc., il adore le basket, mais quand on parle technico-tactique, il ne comprend pas forcément tout, mais il va quand même être là et envoyer des messages, et c'est le cas de ma famille aussi, c'est le cas de... Et c'est important en fait, parce que même si quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'aime pas le basket, qui fait bah dis donc, t'as été sacrément mauvais, en rigolant, ouais, bah vachement nul ce soir, toi dis donc, bah il va arriver, et puis toi tu vas être là en mode, ah, fais chier, j'ai perdu, en même temps il est un peu drôle ce con, tu vois, et donc au final tu vas rigoler, ça va te détendre, et c'est un aspect super important quoi. Bien sûr, carrément. Trop bien. Donc, ouais, on a parlé un petit peu d'aspect tout ce qui est santé mentale. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Bon, bien sûr, il y a plein de sujets à parler. C'est vrai. Il y a tellement de choses à dire en réalité. On va partir un petit peu sur les leçons de vie et on va couper. Je vais juste voir si le truc il a bien enregistré. Ouais, ok. Parce que là,